le chaos économique est une bonne chose pour le venture. Donc plus tu as de chaos économique, plus tu as d'opportunités qui se créent. Et en fait, c'est par temps de manque d'argent que tu as les meilleures idées. C'est dans l'adversité que les meilleures idées apparaissent. Et quand tu regardes, rien que sur les cycles aux États-Unis, très régulièrement, tu vois que quand on est en bas de cycle, il y a la création de sociétés comme Intel, comme Apple, comme Google, etc., etc. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fonds. Aujourd'hui, j'accueille Marc Fournier, qui est cofondateur et managing partner de Serena. Bonjour Marc. Bonjour Aurore, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à toi de nous recevoir dans tes bureaux. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, entrepreneur, essentiellement, depuis toujours, depuis l'âge de 14 ans, avec des petites aventures à droite, à gauche, pour arrondir les fins de mois. T'as fait quoi à 14 ans ? À 14 ans, je ramassais des objets trouvés dans les poubelles et je les retapais. Je vendais des boissons à côté des terrains de tennis que j'allais acheter au prix unique. Alors, je te laisserai regarder prix unique dans le bouquin d'histoire. C'est Monoprix. C'est Monoprix. C'est quand même. Et puis voilà, et puis donc des petits business à droite à gauche. Je ramassais les châtaignes que je vendais en porte-à-porte. Donc avec une vraie logique à chaque fois d'entreprendre, de créer, et puis de gagner un peu d'argent et de développer des choses. Et à la question, tu faisais ça tout seul ou tu avais, je sais pas, un frère, une sœur que t'embarquais avec toi ? Non, j'avais peut-être une culture un peu américaine, okay, avec le lemonade stand, que tous les petits Américains font. Et voilà, donc comme je suis à moitié américain, okay, je crois que j'avais un peu de ça dans le sang et mes parents, ma mère m'ont poussé à entreprendre et on trouvait ça sympa et moi ça me faisait marrer de récupérer mon argent de poche grâce aux ventes. Génial, très bien, très très bien. Et donc aujourd'hui... Alors, entrepreneur, oui, donc avec plusieurs entreprises en France, aux États-Unis, dans différentes configurations et puis une vraie volonté de toujours garder les mains dans le cambouis. Donc, bien entendu, on va parler un peu de Serena, mais avant ça, il est important pour moi... Oui, de monter Serena, qui est plutôt de la finance, sur laquelle il y a toujours une composante entrepreneuriale, et de garder les mains dans le cambouis. Et là, véritablement, le dernier projet que j'ai mené à bien, c'est une ferme qui se trouve en Auvergne, avec une logique de pouvoir tout créer, de pouvoir tout produire, et de démontrer que quelqu'un qui habite à Paris est quand même capable de monter une ferme qui nourrit 100 personnes, 365 jours de l'année, tous les produits. Et en fait, si tu prends 700 000 personnes comme moi, tu peux nourrir toute la France en mangeant bien, avec une empreinte carbone proche de zéro, avec zéro pesticides chimiques et zéro engrais chimiques. Donc un vrai challenge, donc super excitant. Ça y est, c'est mené à bien, ça fait 4 ans. Okay. Et tu as des équipes sur place qui gèrent ou absolument, l'équipe sur place gère, mais c'était aussi devenu un vrai projet familial. Donc les enfants, les copains des enfants. Donc chaque été, chaque vacances scolaires, où j'ai toujours entre 15 et 25 gamins à la maison en train de faire l'infrastructure, les poules, les canards, les abeilles, les escargots, 80 000 escargots, tu te rends compte ? Les escargots en Auvergne. Non, mais alors moi, tu ne savais pas, mais j'ai des origines auvergnates. Je suis amoureuse de la région. Et donc, effectivement, les escargots en Auvergne, c'est un truc de dingue. Écoute, hors antenne, tout à l'heure, on parlera un peu d'Auvergne. Carrément. Et donc voilà. C'est où en Auvergne ?
Pardon ? C'est où ? C'est dans quelle ville ? Dans quelle là, on est au sud de Clermont-Ferrand, on est du côté d'Issoire, entre Issoire et le Puy-en-Velay. Mais je viens de Champais, tu connais Champais peut-être. Écoute, je connais le nom, mais tu connais Brioude peut-être ? Oui, de nom, très bien. Voilà, c'est à 20 km de Brioude. Magnifique. Alors là, j'en découvre tous les jours. Et donc, pour boucler la boucle, j'ai ouvert un restaurant. Et donc, la ferme a ouvert un restaurant dans le 15e arrondissement à Paris. Okay. Et donc, quand tu vas là-bas, la ferme de la Borie, ferme et restaurant, tu peux manger tous les produits de la ferme qui viennent directement au restaurant. Trop bien. Et j'irai. J'adore. Écoute, avec plaisir. Et donc, tu articules ce temps de restauration et de production alimentaire avec ton temps d'entrepreneur et surtout aussi d'investisseur avec Serena. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé à lancer Serena? Alors, Serena, c'est une aventure avec trois cofondateurs, Xavier L'Orphelin, Philippe Ayat et moi-même. Et on a commencé à travailler ensemble un peu par accident dans la Silicon Valley, fin 99, même un peu avant, 98. Et on a eu une première aventure entrepreneuriale sur place, et puis une deuxième aventure en France qui a été rachetée par la Société Générale. Et puis, on s'est dit, voilà, on sait faire de la finance, on sait faire de l'entrepreneuriat, et on voudrait monter un fonds qui soit par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, un fonds qu'on aurait voulu avoir au capital des sociétés qu'on a créées. Et donc, tout naturellement, on a décidé de faire un fonds qui permette véritablement aux entrepreneurs d'accélérer leurs différents business. On a levé un premier fonds de 100 millions et nous voilà 15 ans plus tard avec 1 milliard sous gestion. Et 6-7 fonds plus tard, je ne sais pas plus le chiffre exact, et une centaine d'investissements. Voilà, c'est un peu ça l'aventure de Serena, et on s'est beaucoup développé depuis. Et donc tu m'as parlé de la raison d'être de Serena, qui est de ne pas être ce que vous n'avez peut-être pas, ce que vous avez vu au moment où vous en aviez besoin, et d'être autre chose. Et comment est-ce que vous différenciez, en fait, c'est quoi la signature spécifique de Serena? De Serena. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte très tôt dans nos carrières que c'était pas forcément le meilleur qui gagnait, mais celui qui courait le plus vite. Donc tu avais un vrai objectif d'exécution. Et quand on a monté le premier fonds, on était très proche du terrain. Et on s'est dit, on va apporter tout ce qu'on sait au niveau terrain à tous les entrepreneurs, les 15 sociétés du portefeuille, pour qu'elles puissent exécuter plus vite. Et à fur et à mesure que Serena a grossi, on s'est un peu, nous, éloigné du terrain. Et on s'est dit, on ne veut pas perdre cette connaissance terrain. Et donc, on a mis en place une équipe, Operating Team, qui, elle, spécialise sur le terrain. Et donc, ça, c'est des grands frères, c'est des grandes sœurs qui sont salariés de Serena et qui aident au mieux sur différents sujets les différentes sociétés du portefeuille. Donc, on a mis en place toute une méthodologie qui permet d'onboarder, qui permet de suivre, qui permet de faire des mises en contact. Je te donne juste un exemple. On a une squad, et cette squad, c'est un rassemblement de tous les C-level, donc tous les directeurs des sociétés, donc 550 ou 600 maintenant à ce stade, on a 600 C-level qui échangent entre eux que sur des points expressément spécifiques sur l'exécution. Voilà, donc ça c'est une des spécificités de Serena, c'est de pouvoir comprendre, de pouvoir aider à exécuter, et ça te permet en fait de te mettre dans les meilleures conditions pour le tour suivant, puisqu'on a une roadmap de création de valeur en co-auteur avec les entrepreneurs, et ça nous permet avec eux de les aider à exécuter leur business plan. Ok, et tu disais qu'il y avait une équipe de managing, tu me disais opérateur... Operating team, on a une équipe Et ils sont spécialisés dans certains domaines d'activité, ou ça représente une personne? C'est une bonne question. La réponse est oui, parce qu'ils viennent de domaines différents. L'operating team vient de différents domaines, donc ils ont des spécialités, ils ont des carrières qu'ils ont vécues, mais je dirais qu'au-delà de ça, c'est surtout des entrepreneurs où ils ont une expérience très grande du terrain. Et donc, ils ont plus un rôle de grand frère ou de grande sœur, et capable d'aider à tous les niveaux, à tout moment, sur n'importe quel sujet. Alors, bien entendu, on va choisir les gens en fonction des différents sujets, mais tu as quelqu'un qui est un peu plus dans les RH, quelqu'un qui est un peu plus dans les sales, mais quand je dis un peu plus, c'est un peu plus, c'est pas spécialisé dans. Et donc, on a justement, et ça permet d'avoir toute la crédibilité auprès des entrepreneurs, qui finalement voient quelqu'un comme eux, mais avec 15 ans de plus, et donc se disent, ok, c'est des gens de confiance qui ont déjà vu le film.
Donc c'est des équipes qui sont assez seniors en fait. Hein, Absolument. Ouais, ok. Alors je vais peut-être pas leur dire ça, mais oui, mais ils sont assez seniors. Non mais on est enregistré là. Ouais, non mais c'est intéressant. Et donc ça peut, j'imagine, vous arrivez que dans une situation spécifique, vous onboardez une entreprise qui est stratégique pour vous. Vous n'avez peut-être pas forcément les compétences dans l'équipe pour les aider, mais vous allez peut-être recruter à ce moment-là quelqu'un chez Serena pour être à même de mieux accompagner cette entreprise, ou c'est quand même vraiment assez standardisé comme prestation? Alors, c'est pas standardisé, c'est fait sur mesure. À chaque fois, on s'adapte à l'entrepreneur. Alors, on va pas aussi loin que de dire on investit dans des sociétés où il manque, où il y a des trous dans la raquette et on est là pour remplir ces trous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas parce que dans notre logique d'investissement, il y a un seul patron, il y a une seule patronne, c'est la fondatrice ou le fondateur. Donc on n'est jamais dans un rôle de lead opérationnel. Nous, on est là en soutien. On est là pour aider, on est là pour apporter des conseils, on est là pour apporter des contacts, on est là pour aider à l'exécution, mais c'est soit la fondatrice, soit le fondateur qui sont les patrons de la société. Donc on n'est pas là pour remplir les trous. Par contre, s'il manque quelqu'un en RH, on est capable d'aller chercher. On a toute une méthodologie de CV qui nous arrive, qu'on filtre. Ça, c'est Elodie qui gère ça. Et on est capable de proposer à travers la Talent Squad. On offre des profils à toutes les sociétés du portefeuille, des meilleurs qu'on voit chaque semaine, chaque mois, à fur et à mesure que les CV arrivent. Donc il y a des gens, s'ils veulent postuler pour entrer dans des startups, peuvent envoyer leur candidature chez vous, et derrière vous ferez le dispatch. C'est intéressant. Absolument. Okay. Donc il y a un filtrage, on essaie de filtrer pour que ce qui arrive à nos startups soit de très bonne qualité. Et je ne me rappelle plus du chiffre exact, je ne sais pas si tu l'as là-dessus, mais on a au moins je crois que c'est plus de 30% des C-level sont passés par la Talent Squad. C'est super intéressant en fait, parce que c'est vrai qu'il y a un alignement d'intérêts sur ce sujet qui est évident entre vous et les entreprises que vous financez. Donc c'est top de pouvoir faire ce portail-là. Vous étiez 3 au moment de créer Serena. Comment est-ce que vous articuliez les rôles entre tous les 3? Toi, c'est quoi ta spécificité, ta valeur ajoutée dans Serena, peut-être au moment du lancement, et puis aujourd'hui, j'imagine que ça a évolué? Ça a évolué, bien sûr, ça a évolué un peu pour tous les 3. Écoute, t'es avant tout, quand tu es fondateur d'une société, ton rôle, c'est de tout faire. En fonction des besoins de la société. Donc aujourd'hui, on est tous les 3 toujours dans la société, toujours chez Serena, à plein temps, à plus que plein temps. Et on continue à s'amuser énormément, à beaucoup apprendre et j'espère pouvoir apporter énormément aux équipes. Et donc aujourd'hui, on est là pour pallier à ce qu'on pense être important pour Serena. Donc, il n'y a pas vraiment de rôle hyper spécifique ou hyper ciblé pour les 3. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais voilà, je m'occupe un peu plus du management aujourd'hui de Serena. Xavier est un peu plus sur des rôles de biodiversité et d'impact. Parce que ça aussi, c'est un virage qu'on a pris il y a quelques années en devenant société à mission. On a monté un fonds d'investissement spécialisé sur l'impact. Donc on a pris ce virage-là il y a 4-5 ans maintenant, et donc Xavier est vraiment à la tête de cette logique-là, et Philippe est vraiment là pour nous aider sur tous les projets un peu spéciaux, que ce soit des sociétés qui ont besoin d'un peu plus d'aide ou le développement de Serena. On retrouve Philippe. Ok. Ça répond à ta question ? Ouais, ça répond à ma question. J'en ai encore plein d'autres. Mais... tant mieux. Je bouge pas. On ne l'a pas précisé, je pense que c'est important quand même de revenir là-dessus. Vous êtes vraiment spécialiste dans le venture, donc vous investissez dans des startups en très, très early stage. C'est un parti pris que vous avez eu dès le début, de par cet ADN entrepreneurial, j'imagine. Je pense qu'il y a... C'est une spécificité de Serena, et puis surtout une excitation de notre part de voir des gens, et puis nous-mêmes de passer d'un morceau de papier à une entreprise, de passer d'une idée, un morceau de papier, puis à la création d'une entreprise. Et donc ça nécessite des compétences spécifiques, et on pense avoir réussi à développer des méthodologies, alors je vais utiliser un anglicisme, mais des playbooks, qui nous permettent de faire ça. Donc aujourd'hui, on a 3 verticales de fonds
qui sont impact, qui sont special funds pour les corporates essentiellement, et de la deep tech, qui eux font du pré-seed et du seed. Okay. Et ensuite, on a les flagships de Serena qui sont S1, 2, 3. Et là, on est en cours de constitution du 4e fonds. Et là-dessus, tu as des logiques d'investissement de tour A, B. Grosso modo, c'est du A et du B. Ok, très clair. Je regardais votre portefeuille d'investissement et il y a quand même des très très beaux noms qui ressortent. Je voyais The Fork, je voyais Dataiku, je voyais Cheers, Aramis, Smalt, plutôt que des aventures qui sont quand même assez extraordinaires dans l'environnement start-up français. Et je me posais la question, est-ce que vous êtes hyper bon pour identifier en early stage ces boîtes-là qui ont le potentiel de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, ou est-ce que c'est grâce à vos accompagnements qu'il y en a autant qui sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui? C'est une super question. Je te prie d'y répondre. Ah mince. Écoute, difficile d'y répondre. On essaie de faire au mieux pour entretenir une grosse générosité dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter du contenu, on essaie de répondre aux problématiques des entrepreneurs au sens large. On est tous professeurs en école d'ingénieurs ou de commerce dans des logiques d'entrepreneurs. Donc on est extrêmement généreux dans la manière dont on agit sur l'écosystème, et dès qu'on peut partager, on partage. Et en fait, rien que faire ça, ça nous apporte énormément de visibilité auprès d'entrepreneurs. Et les bons, généralement, sont aussi des gens qui sont généreux et qui reviennent à nous là-dessus. On reçoit pas mal de dossiers. On va chercher, nous, des dossiers qui nous intéressent. Et comme on a des bons entrepreneurs dans le portefeuille, des bons entrepreneurs, généralement, attirent d'autres bons entrepreneurs qui veulent pouvoir échanger et qui se disent, finalement, s'ils sont venus chez Serena, c'est que ça ne doit pas être si mauvais que ça. Et donc, voilà, tu as du bouche à oreille, tu as de la réputation, tu as du screening qu'on fait au moment des investissements, donc ce qu'on appelle les due diligence. On a le suivi du portefeuille derrière. Il y a l'operating team qui apporte une valeur ajoutée qui est absolument indéniable, difficilement quantifiable, mais indéniable. Et surtout, on a une capacité à faire des sorties et à aider les entrepreneurs à vendre leur société et donc à boucler la boucle de l'aventure entrepreneuriale. Donc je ne sais pas si ça a tout à fait répondu à ta question, ou est-ce que j'ai réussi à ne pas répondre à ta question, justement. Mais voilà les différents éléments. C'était une question qui était volontairement binaire, et je sais bien que la réalité est toujours bien plus complexe que ça. Mais merci d'y avoir répondu. C'était parfait. Je voulais qu'on parle un peu du contexte économique, du contexte politique, ça n'arrête pas de changer en ce moment en plus, et du contexte spécifiquement peut-être du monde du venture dans lequel tu évolues. Il me semble qu'en préparant notamment l'interview, on parlait des LPs qui prenaient peut-être plus de temps qu'avant pour investir. Je voulais que tu puisses me partager peut-être quelques constats, j'en ai d'autres aussi et je te relancerai dessus, mais quelques constats que tu peux faire sur l'écosystème aujourd'hui tel qu'il est, et puis peut-être des pistes de compréhension, de lecture qu'on pourrait partager à nos auditeurs. Alors, ta question, elle touche beaucoup d'éléments différents. Le chaos économique est une bonne chose pour le venture. Donc, plus tu as de chaos économique, plus tu as d'opportunités qui se créent. Et en fait, c'est par temps de manque d'argent, je ne vais pas parler de manque d'argent, que tu as les meilleures idées. Donc, c'est dans l'adversité que les meilleures idées apparaissent. Et quand tu regardes, rien que sur les cycles aux États-Unis, très régulièrement, tu vois que quand on est en bas de cycle, il y a la création de sociétés comme Intel, comme Apple, comme Google, etc., etc. Et donc, un chaos économique, c'est une bonne chose pour nous. Une instabilité politique n'est pas une bonne chose. C'est que si on peut avoir un chaos économique et une stabilité politique, c'est quasiment le scénario idéal pour le venture. Parce qu'on reconnaît qu'il y a des cycles de haut et des cycles de bas. C'est clair que la situation politique actuelle plaide pas en notre faveur, surtout que nos sociétés ont pour vocation d'être internationales très rapidement, d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc plus on affichera un chaos politique ou une incertitude politique en France, moins on sera attractif pour des investisseurs étrangers
ou même des développements de nos sociétés à l'étranger. Donc ça, c'est un peu les 2 premiers éléments par rapport à ta question. Sur le venture, de manière spécifique, en France, il faut bien comprendre que le venture, la spécificité du venture dans le monde du private equity, parce que j'associe quelque part le venture au private equity, c'est-à-dire le non coté. En fait, on est la seule classe d'actifs qui investissons dans des sociétés qui sont à EBITDA négatif. Toutes les autres classes d'actifs investissent dans des sociétés à EBITDA positif. Mais pour avoir des sociétés à EBITDA positif, au niveau d'une société, alors société avec un grand S, au niveau de la taille de la France, il faut pouvoir avoir une classe d'actifs reconnue en tant que telle qui permette l'émergence de start-up. Donc, je dirais qu'en France, la BPI a fait un travail exceptionnel de maturation de l'écosystème français. Donc ça nous a mis sur la carte mondiale de l'écosystème, et ça, on a une chance extraordinaire. On n'a pas encore craqué l'indépendance, notamment des investisseurs, ce qu'on appelle les GP, donc des sociétés de gestion, pour que tout cet écosystème-là ne fonctionne de manière autonome, sans avoir l'intervention des instances publiques, notamment de la BPI. Ok. Je ne sais pas si j'étais clair. Alors, tu l'étais, mais je pense que ça serait quand même intéressant que tu poursuives un peu, justement, ça serait quoi, du coup, l'idéal? C'est que les sociétés n'aient pas besoin d'intervention d'instances comme la BPI dans leur tout début. Et qu'est-ce qui explique le fait Alors, les qu'on ait sociétés de venture dans lesquelles on investit, ça, je dirais que c'est que les instances publiques orientent sur certains secteurs d'activité, certaines verticales, le changement climatique, la décarbonation. Je dirais que c'est son rôle d'être une aiguille qui permet d'aiguiller dans certaines directions. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'avoir des investisseurs qui se disent, au-delà de la performance financière, il y a aussi une obligation au niveau de l'économie d'un pays, tel que la France ou d'autres pays. Quand on regarde le Nasdaq aujourd'hui, quasiment 90% des sociétés au Nasdaq, si ce n'est plus, sont issues du venture capital. Oui, okay. Et donc, il faut que cette classe d'actifs puisse continuer à croître, continuer à faire son métier, avec la difficulté spécifique qu'on investit dans les sociétés à EBITDA négatif, d'une part, et d'autre part, avec beaucoup d'aléas et beaucoup de casses. Donc c'est effectivement une classe d'actifs où tu vas avoir sur 20 sociétés, tu vas en avoir 5 qui vont disparaître, 10 qui vont vivoter et 5 qui vont tirer toute la performance du portefeuille. Pourtant, on entend quand même souvent que le marché s'est plutôt assaini ces derniers temps. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes et tu saurais expliquer pourquoi et si c'est une tendance qui tend plutôt à se confirmer Alors, on avait déjà connu ça en 99-2001, c'est-à-dire une espèce d'inflation parce que grand afflux financier sur le marché. Donc on a eu la même chose récemment. Et en fait, cette source d'argent illimitée ou importante s'est arrêtée. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'argent ne rendant véritablement jamais intelligent, eh ben on est revenu sur des rationnels. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle d'assainissement, à la fois sur les valorisations, parce que certaines valorisations étaient devenues très importantes, mais ça, à la limite, ça me dérange moins que le fait d'avoir construit des sociétés sur lesquelles il n'y avait pas forcément les fondamentaux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, chez Serena, on fait très attention à être sûr de construire des sociétés qui respectent tous les fondamentaux de croissance, une étape après l'autre. Après, le séquencement de ces étapes peut aller très vite, mais on refuse de sauter des étapes. Parce que quand tout va bien, que le marché va bien, qu'il y a beaucoup d'argent, tu peux pallier aux défauts avec de l'argent. Et après, dès qu'il n'y a plus d'argent, tout s'écroule. Donc, nos sociétés ont plutôt très très bien résisté à la crise ou à la déflation, alors que d'autres sociétés sont passées à la trappe. Et justement, c'est pour ça qu'on parle d'épuration ou de nettoyage du marché.
Alors c'est peut-être une question un peu difficile, je la pose quand même. Vas-y. Tu me diras, tu parles de ces étapes justement à franchir. Tu serais capable là de me les expliciter un petit peu, parce que je me dis qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont à des stades de développement différents. Tu vois, c'est quoi toi les checks, les étapes à ne pas sauter justement? Alors, je vais seulement pouvoir te répondre en termes assez génériques, parce que en fait, ça va dépendre société par société, et donc soit je te réponds un peu moins de manière générique, et à ce moment-là, j'ai faux pour 90% des auditeurs, soit j'essaie de répondre de manière un peu plus philosophique. Le plus important, c'est quelle est la problématique et comment tu adresses la solution de la problématique. Et donc, ça a l'air simple comme ça, mais un des jobs les plus compliqués des entrepreneurs, des fondatrices, des fondateurs, des sociétés, c'est est-ce que j'ai véritablement bien compris la problématique que j'adresse. Et donc, quand tu as beaucoup d'argent, bah, tu peux avoir une baignoire avec un gros trou dedans, et puis tu continues à remplir la baignoire plus vite que le trou, donc tu as l'impression que tu es en train de monter. Sauf que quand les choses ralentissent, bah, tu te rends compte que le trou dans la baignoire est plus important. Donc quand tu adresses véritablement le fond du problème, à ce moment-là, tu as une solution donc le plus dur, c'est d'identifier le problème. La solution, elle vient toujours derrière. Donc, ne pas sauter des étapes, c'est véritablement comprendre, pas intellectuellement, parce qu'il y a plein de gens super intelligents qui montent des sociétés, c'est de le comprendre véritablement viscéralement, c'est-à-dire là, dans leur trip, comment fonctionne le marché. Et quand tu as ça, après tu regardes la taille de marché, tu adresses, tu séquences le marché, je dirais que tout le reste découle derrière, tout devient facile. Il y a des choses à faire, c'est compliqué, c'est du boulot, mais c'est facile après. Donc problème, solution. Un peu philosophique, je suis désolé, mais sinon il faudra rentrer dans un cas particulier. Bah après on peut rentrer dans un cas particulier. À la limite, est-ce que toi ça Je pensais que ça durait pas 2 heures le truc. De manière synthétique. Non, mais je sais qu'on s'était dit en plus qu'on prendrait le temps peut-être de développer, tu vois, une participation qui a été particulièrement marquante pour Serena, et ça peut être intéressant d'en parler justement peut-être en appliquant cette approche-là, de dire voilà comment est-ce que vous avez pu avoir de la valeur ajoutée dans l'identification de la cible du marché, et puis l'histoire que ça raconte derrière. Alors, des histoires, il y en a plein, tu en as mentionné quelques-unes tout à l'heure, il y a Selectron, il y a Aramis, voilà, on a vécu de superbes aventures humaines, des aventures financières bien entendu. Alors tu prends le cas quasi parfait qui est une société comme DataIQ, dans laquelle on est rentré au premier tour, on a investi un petit montant et on a récupéré on est rentré à 10 millions de valorisation et on a sorti une bonne partie de l'investissement à plus de 4 milliards de valorisation. Donc tu passes de 10 millions à 4 milliards. Et quand tu as un fondateur comme Florian, c'est assez exceptionnel de le voir grandir, de voir comment il gère la société et comment il franchit toutes les étapes. Donc tu as ça c'est, je dirais, c'est le cas parfait, et si toutes les sociétés pouvaient être comme ça, écoute, ça serait extraordinaire. La plupart du temps, il y a des trous d'air. Et donc, tu vois, par exemple, l'operating team est capable, sur certaines sociétés, de nous aider à comprendre des signaux faibles. Et donc, ça nous permet au conseil d'administration de réorienter stratégiquement certaines sociétés. Donc ça permet de reconcentrer les choses, de donner un peu plus de focus. Mais tu as des histoires fabuleuses. Malte, c'est une autre histoire fabuleuse. Wikasa est en train d'écrire quelques pages extraordinaires, et il y aura des bonnes nouvelles annoncées prochainement sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Descartes aussi est une société incroyable. Des sociétés en devenir comme Pellico aussi, il y a des aventures derrière qui sont assez extraordinaires. Donc voilà, et chacune des sociétés finalement a ses forces, ses faiblesses, et c'est à nous de nous adapter, à nous de comprendre comment l'entrepreneur, la fondatrice gère sa société pour que nous on puisse venir et apporter le meilleur soutien. Est-ce que, alors là tu as cité beaucoup de success stories. Oui. Est-ce qu'il y a eu un cas où il y a eu un
foirage, un truc, en fait, une vraie grosse erreur de casting ou de management qui vous a servi aussi peut-être de leçon et que vous avez pris en compte dans d'autres investissements par la suite. Je sais pas si tu as des exemples, toi, peut-être dans les débuts de Serena, une entreprise où... Mais j'aimerais bien te dire que c'est seulement dans le début de Serena. Peut-être tous les jours, mais... C'est un processus permanent d'apprentissage. Contrairement à d'autres sociétés qui sont plus tard dans le private equity, donc qui sont déjà normées, qui ont déjà des fondamentaux, nous, on investit sur des femmes et des hommes. Et donc, les aléas des femmes et des hommes, est-ce que tu étais de bonne humeur hier, par exemple ? Est-ce que tout allait bien il y a un an ? Est-ce que tout allait bien il y a un an ? Et donc, on a tous des trous d'air. Et donc, on a des ratés extraordinaires. Tu vois, l'histoire de la société où tu investis sur 2 fondateurs et 5 mois plus tard, ils se tapent dessus et ils décident de se séparer. Et tu te retrouves avec ton investissement qui a quasiment disparu dans un laps de temps extrêmement court. Après, tu rencontres de temps en autre des margoulins. Voilà, je pense que là, avec le temps, on est de plus en plus aguerri par rapport à ça. Et après, c'est essentiellement des problématiques d'équipe, des problématiques entre les gens. Ouais, ok. Voilà. Après, la liste des ratés, elle est très longue. Oui, mais derrière ma question, il y avait aussi l'idée, tu vas te dire, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un raté, alors je prends par exemple le cas des fondateurs qui se séparent, qui est très courant, ça vous arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis à la fin, vous arrivez à craquer une méthode pour éviter de tomber dans la 4e, ou finalement, c'est un peu, ça fait partie du business, on le sait, en venture, il y a beaucoup de casses, mais est-ce que vous apprenez en fait de vos erreurs ? Est-ce qu'un fonds qui a 25 ans d'expérience a plus de méthodes qu'un fonds qu'on a 3, et comment est-ce que vous arrivez à en faire à faire rentrer dans vos process la gestion de ce type d'erreurs ? En fait, avec l'expérience, tu arrives à relever des signaux faibles que tu ne voyais pas forcément avant. Et après, il y a des règles un peu plus génériques. Tu vois, par exemple, on n'aime pas investir quand 2 fondateurs sont proches. 2 frères, 2 sœurs, un mari, une femme, un mari et son épouse. Qu'est-ce qu'on n'aime pas d'autre, des parents qui sont ensemble. Voilà, c'est la mère et son fils. Voilà, ça c'est des cas de figure qui lèvent des drapeaux orange, des entrepreneurs qui ont gagné beaucoup d'argent et qui veulent pas remettre d'argent dans leur nouvelle aventure. Voilà, je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a vécues sur lesquelles on se dit, voilà. Donc, à ta question, est-ce qu'on fait le post-mortem de toute société que l'on perd ? La réponse est oui, et on passe beaucoup de temps dessus. Donc, l'idée, c'est véritablement d'en sortir les leçons pour pouvoir aider la suite. Donc, effectivement, plus tu rates, mieux t'es pour pouvoir réussir pour la suite. Et si la somme de nos succès aujourd'hui, et il y en a un certain nombre, égale la somme de nos échecs, ça te donne un peu tous les apprentissages qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Et on apprend aussi beaucoup de nos succès, d'ailleurs. Et on apprend toujours de nos succès, mais moins. Ouais, ok. Tu apprends moins de tes succès. C'est véritablement dans l'adversité et dans les échecs que tu te poses vraiment la question, alors que dans le succès, tu sais, le succès, il est toujours facile. Donc, tu te dis, ouais, c'est normal. Oui, ça dépend, mais ouais. Et je serais curieuse de savoir, parce que des fonds de VC, il y en a un paquet. Comment est-ce que vous vous démarquez, vous, Serena ? Écoute, on essaye d'être deal maker, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les entrepreneurs, on essaye d'avoir un dialogue permanent. Aujourd'hui, je dirais qu'on a des discussions extrêmement apaisées avec toutes les sociétés du portefeuille, avec une capacité à parler de la vérité, de la réalité. Bien entendu, toutes les sociétés dans lesquelles on a investi au départ vont devenir des licornes. Et puis, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas pour plein de bonnes raisons. La plupart du temps, ça c'est pas lié aux entrepreneurs. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, puisqu'on a vu le film plusieurs fois. On a une responsabilité aujourd'hui de leur dire, écoute, voilà, c'est pas comme ça que ça va se terminer. Voilà ce vers quoi on s'oriente, et il vaut mieux sortir aujourd'hui, même par rapport à ton patrimoine, par rapport à ce que tu veux faire.
il faut qu'on trouve une issue ensemble. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question, mais non, tu n'as pas l'air convaincu, donc repose-moi ta question différemment. Non, mais parce que dans ta réponse, je me dis, ok, mais je pense que j'imagine que la plupart des fonds de venture font la même chose. Alors, tu as beaucoup de gens qui disent qu'ils font la même chose. Ouais, ok. Et après, il y a la réalité terrain. Et donc, quand on nous demande 2 ou 3 références pour vérifier nos dires, on file toutes les sociétés du portefeuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est suffisamment en l'aise pour dire, ben voilà, si tu veux, il faut que tu vérifies ce qu'on est en train de te dire. Maintenant, à toi de jouer. Très peu de sociétés de gestion ont une operating team aussi poussée que la nôtre. Donc, on passe, la générosité qu'on s'efforce à mettre sur le marché, les autres le font pas forcément. On est toujours lead ou co-lead sur tous les conseils d'administration. Okay. On co-construit les conseils d'administration avec les entrepreneurs pour les aider dessus. Ouais. Donc en fait, on prend naturellement le lead tout simplement parce que c'est notre ADN, parce qu'on aurait du mal à ne pas le faire. D'ailleurs, ces discussions, ils ont lieu avant qu'on investisse. Certains entrepreneurs nous disent « Ah non, ben vous êtes gentils, mais nous, on veut que de l'argent. » Pas de problème, mais c'est pas avec nous qu'il faut travailler. Et il y a plein de belles boîtes qu'on rate parce qu'ils ne veulent pas d'accompagnement, ils veulent juste de l'argent. Donc nous, on s'inscrit véritablement là-dessus. Est-ce qu'on est meilleur que les autres ? Voilà, les résultats sont plutôt bons au niveau performance et financière, mais surtout les aventures humaines qu'on vit sont super bonnes. Et quand tu vois les repeat entrepreneurs, et ça c'est l'avantage d'une société de gestion qui a un certain âge, c'est qu'aujourd'hui on a plusieurs sociétés dans lesquelles on investit sur des équipes qui étaient déjà dans notre portefeuille numéro 2 ou numéro 1 précédent, sur lesquels les entrepreneurs disent, voilà, j'ai fait une première aventure, maintenant je vais en faire une deuxième encore plus grande, cette fois je sais comment faire et je sais comment je vais faire mieux et courir plus vite, et je veux que Serena soit avec nous dans cette aventure. Donc, tu vois, ça marche dans les deux sens, et donc je dirais que le meilleur témoignage pour répondre à ta question, c'est regarde les gens avec qui on travaille, et souvent ils ont déjà travaillé avec nous et ils avaient le choix des investisseurs et ils nous ont choisis et ils regardent les performances financières. Ouais, après tout le monde peut dire ce qu'ils veulent. Et c'est normal, c'est normal. Et on a beaucoup parlé des entreprises dans lesquelles vous investissez. Je voulais qu'on prenne quand même le temps de parler un tout petit peu des personnes qui investissent à vos côtés, donc notamment les LP. C'est qui vos investisseurs aujourd'hui ? Alors les investisseurs chez Serena sont de 2 ordres, deux grosses masses. La première grosse masse, c'est des entrepreneurs et des business angels. Donc ça, depuis le début, on a une grosse partie des entrepreneurs avec qui on a travaillé, qui ont réussi, qui remettent de l'argent chez nous, ou qui mettent de l'argent chez nous, en disant, écoutez, voilà, si vous continuez à faire ce travail-là, bah, nous, on veut continuer à vous soutenir et à soutenir d'autres sociétés parce que l'expérience était bonne. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous viennent de banques privées, donc de familles qui nous viennent de banques privées, sur lesquelles, voilà. Donc il y a une vraie logique entrepreneuriale, des gens qui ont monté les grands groupes, qui ont monté les grosses sociétés, qui sont investisseurs chez nous. Donc ça, c'est une première catégorie. Une deuxième catégorie, ce sont les institutionnels. Donc en valeur absolue de montant investi, la grosse partie, elle vient de là. Et je dirais qu'on a... je ne sais pas, une bonne vingtaine des 30 plus gros institutionnels français, à la fois des assurances, des caisses de retraite, des banques qui ont investi chez nous et avec qui on a des relations de longue date et sur lesquelles on continue à travailler et qui ont tendance à nous suivre de fond en fond. Et on est en train de développer une troisième partie, un troisième axe qui est au niveau des corporates. Donc ça, c'est assez nouveau pour nous. Et sur les corporates, ce qu'on essaie de faire, c'est un développement de proximité avec leurs besoins industriels pour qu'on puisse échanger avec eux plus que de leur faire un retour sur investissement. C'est-à-dire que ça peut être assez volatile d'investir dans des fonds. Nous, on veut des gens sur la longue tail, genre véritablement être avec les investisseurs sur 15, 20, 30 ans. Et donc, avec les industriels, on a développé toute une méthodologie qui nous permet de coller à leur stratégie
et de les aider à trouver des dossiers, à aller au COMEX pour leur expliquer ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc il y a toute une méthodologie qui a été mise en place. Voilà les 3 sources d'argent. Ok, donc tes corporates, ça va plutôt être des grands groupes d'entreprises qui investissent une partie de leur trésorerie, en fait. Pas forcément de la trésorerie, ils investissent leur argent, mais leur trésorerie, ça sous-entendrait qu'ils le font juste pour un retour sur investissement. Ouais, okay. Or, ça vient souvent de la stratégie, des business units qui s'occupent de la stratégie. C'est eux qui investissent chez nous pour qu'on aille bien plus loin qu'un retour sur investissement. Donc, on peut appeler ça du CVC, du Corporate Venture Capital. Voilà, c'est différentes manières de faire. Et donc ça, on a plusieurs grands groupes maintenant qui nous ont sollicités, avec qui on travaille. C'est super intéressant. Nous, ça nous permet, de notre côté, d'échanger avec des business units et d'apprendre beaucoup de choses. Ça nous permet d'avoir des ingénieurs et des gens qui connaissent le métier et de leur demander de faire des due diligence sur d'autres sociétés. Donc, tu as une vraie émulation qui se crée entre eux et nous sur ce développement. Et ils ont, au-delà de l'aide qu'ils peuvent vous apporter, ils ont aussi un droit de regard sur les sociétés dans lesquelles vous allez investir. J'imagine que pour le coup, ils ont intérêt à ce que ce soit quand même des sociétés qui ont des synergies avec les leurs. Ils vont vous proposer par exemple des dossiers ou... Donc sur le mode de fonctionnement, et là aussi je vais te donner des termes un peu génériques. Alors ça dépend parce que c'est au cas par cas et selon leurs besoins, mais souvent ils veulent voir des dossiers et ils voudraient que les dossiers puissent correspondre aux besoins de certaines business units. Ok, donc tac. Donc en fait on a fait une gouvernance à 2 étages. Un premier niveau, bon, c'est nous qui faisons tout le travail, c'est nous qui apportons la plupart des dossiers, même si eux peuvent nous en apporter. On leur apporte les dossiers, ils nous disent est-ce que oui ou non, ça correspond à une stratégie qui nous intéresse. À partir du moment où ils disent oui à ça, ça passe au 2e étage de la gouvernance, qui nous permet de dire est-ce que nous, financièrement, c'est un bon coup à faire ou non. Donc chacun, dans son couloir, répond à une question qui lui est propre, et dès qu'on a oui aux 2, à ce moment-là, on y va, et puis on avance. Et à ce moment-là, vous intégrez... cette société que vous avez identifiée comme étant intéressante pour tous les deux, dans un fonds qui est le même que c'est vraiment en direct qu'ils vont rentrer dans cette société-là. Alors, ils rentreront pas en direct, mais on a des fonds dédiés. D'accord, Souvent, c'est des fonds dédiés. Après, ça peut être dans d'autres types de logiques, mais toutes les configurations existent. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de fonds dédiés, Française des Jeux, avec qui on travaille depuis 6-7 ans maintenant. On a un fonds dédié pour eux et a priori on devrait pouvoir continuer à travailler ensemble pendant assez longtemps. Ok, donc ça ne va pas être le même fonds que celui dans lequel un business angel investit. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut. C'est pour ça que c'est. Oui, c'est variable. C'est à géométrie variable, mais globalement, on essaie de s'assurer que le corporate. Voilà. Donc c'est vraiment ça nos 3 masses les business angels, les institutionnels financiers et les corporates avec qui on est en train de développer ces nouvelles relations. Ça fait maintenant 15 ans à peu près que Serena existe. Ouais, presque 17. 17, voilà. Toi, c'est quoi ton objectif personnel avec Serena ? Je pense que tu as réussi à démontrer que vous étiez capable de faire un fonds qui tourne bien, un fonds qui est reconnu pour son expertise. Tu disais que ton rôle avait évolué, mais comment est-ce que tu te projettes ? C'est quoi toi, l'étape d'après pour toi avec Serena ? Écoute, pour l'instant, je viens au boulot tous les matins, heureux, ultra motivé tout d'abord par les gens avec qui je travaille. J'ai la chance d'être entouré chez Serena que de gens extraordinaires, intelligents, intéressants, motivés. Et ça, ça change tout. Et donc, on partage tous des valeurs communes et on a des objectifs communs. Et c'est un vrai plaisir de croiser ces gens au quotidien. Donc ça, c'est non négligeable quand tu viens au boulot. Voilà. Ensuite, le travail que je fais, c'est ça qui est génial, parce que depuis que je travaille, je n'ai jamais eu 2 jours qui se ressemblent. Donc je n'ai jamais eu 2 jours qui... Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer lundi ou mardi ou mercredi, et même ce week-end, je ne sais pas si je ne vais pas recevoir un coup de fil avec une urgence, avec quelque chose à faire, avec un bon dossier à voir. Et donc en fait, ça te tient en excitation, en haleine tout le temps. Et donc c'est toi qui m'as rappelé que ça faisait 15, 16, 17 ans que Serena avançait.
tu m'aurais demandé mon ressenti par rapport à ça. On fait ça pour la température. Il y a la vraie température et la température ressentie. Ça doit faire 2-3 ans que je suis chez Serena, donc il y a encore pas mal de chemin à faire. Trop bien. On a des objectifs de devenir un des leaders européens. On a des objectifs de faire croître la société de gestion pour qu'elle soit encore plus indépendante et encore plus solide sur la place, de pouvoir développer des outils encore plus performants pour les sociétés du portefeuille à venir, etc. Donc on a la liste de choses à faire. Elle est longue derrière nous, de to-do qui ont été faits. Mais en fait, quand je regarde devant moi, j'ai l'impression qu'il y en a presque encore plus devant et je trouve ça plutôt excitant que déprimant. Oui, ça a l'air, ouais. Et ma dernière question, je voudrais que tu me donnes, mais surtout que tu nous donnes, à tous ceux qui nous écoutent, 3 critères, selon toi, à analyser pour reconnaître un bon fonds. Reconnaître un bon fonds. Alors, je crois que c'est une histoire de femmes et d'hommes, déjà, les rencontres. C'est une histoire de confiance. Parce que il faut bien voir qu'une aventure, c'est pas comme acheter des actions en bourse. On rentre pas et on sort pas en 24 heures. On rentre et puis, bien entendu, sur le business plan au départ, tout le monde est content, tout le monde est excité. La vérité, c'est qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie d'être à côté de lui ou à côté d'elle quand le bateau va commencer pas à chavirer, mais à secouer, et ça va forcément arriver. Donc ça, je dirais que c'est une première chose qui est fondamentale, c'est les femmes et les hommes qui vont rentrer à ton capital, qui vont partager l'aventure avec toi. Est-ce que tu as envie de lui ou d'elle à côté de toi pour la suite de l'aventure? Je crois aussi que la deuxième, c'est la pérennité de la société de gestion, parce que il y a beaucoup de sociétés de gestion qui se sont créées récemment. Est-ce que la société de gestion va être là sur une longue période de temps? Parce que ce que tu veux pas, c'est l'instabilité du côté de ta société de gestion, des fonds que tu fais rentrer. Est-ce que le ou la partenaire qui va suivre ton dossier va être encore là? Donc je suis désolé, je reviens sur les histoires de femmes et d'hommes, mais la pérennité de leur présence est super importante. Et puis peut-être le troisième élément que je mettrai en avant, c'est qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de manière concrète dans mon exécution et la création de valeur pour que je puisse avancer. Je trouve ça super amusant parce que la plupart du temps, on me répond sous l'angle investisseur de choisir un fonds, et toi tu l'as fait sous l'angle entrepreneur, et je trouve que c'est complètement révélateur de ta personnalité et de ton approche, donc merci pour ça, et j'espère que nos auditeurs seront aussi contents d'avoir cette lecture-là que je trouve très intéressante. Merci beaucoup Marc. Merci à toi Aurore, merci pour les questions et au plaisir. À bientôt, au revoir. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.